Hello, hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je me permets de sortir de mon silence aujourd'hui parce que nous avons vraiment ce phénomène qui se passe sur Dubaï. J'ai d'abord voulu écouter tout le monde, avoir un bref aperçu effectivement et prendre le temps de réfléchir par rapport à ce qui se passe avant de me prononcer. La situation est grave, mais je pense que nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui arrive. Et je m'explique. Je vais commencer par un historique. Je vais envisager des pistes de réflexion par rapport à la situation face à laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire de voir nos filles aller être des toilettes humaines pour d'autres humains et avoir une chute en disant ce que moi je pense, ce qui peut apporter une pierre d'édifice, mais l'idée ici c'est que nous avancions, que nous nous permettions d'apporter une pierre d'édifice à la problématique. D'accord? La première chose que je vais vous dire, c'est que nous sommes responsables en partie de ce qui se passe. Et quand je vais vous énumérer certaines choses qui expliquent effectivement de manière assez claire ce que nous avons vécu, je pense que ça va commencer à vous faire réfléchir. Moi, je suis une jeune fille qui a eu son adolescence dans les années 90. J'ai eu mon bac en 94 et j'ai été adolescente à 17 ans. En 90, j'étais au Cameroun. J'étais en classe de seconde ou première, je crois. Et ce qui m'a toujours marqué, ce qui m'a toujours marqué au Cameroun, c'est cette facilité qu'on avait. On avait une enfance insouciante, c'est-à-dire qu'on était vraiment... Ma plus belle enfance a été de vivre au Cameroun. Mes plus belles années, je les ai vécues au Cameroun. On était vraiment des frères, des sœurs. On n'avait pas de problème parce que nos parents avaient une vie normale. Ils avaient des vies stables. C'était des cadres, des hauts cadres qui avaient fait leurs études ici et qui sont rentrés au Cameroun. Donc, on n'avait pas de problème. Et tout a commencé à se dégrader quand on a commencé à avoir nos bacs. Et il fallait qu'on revienne ici, puisqu'on est toute la plupart du temps, on était tous nés ici. On n'avait pas forcément nos nationalités parce que nos parents avaient trouvé que non. Nous, on était des Camerounais, on n'était pas forcément des Français. Très peu étaient ceux dont les parents avaient pris la responsabilité de signer une nationalité française avant de partir quand ils ont fini leurs études. Très peu. On avait pensé à ça. Donc, nous, on est arrivé, né en France, mais bon, pas français forcément, mais voilà. Et on passait le bac. Mais avant cela, on a assisté quand même à pas mal de choses. C'est-à-dire que déjà, en 90, on avait la démocratisation des pays qui se mettait en place. On était un peu choqués parce qu'on avait assisté de manière directe aux élections qui s'étaient super mal passées. Et nos rêves se sont vus écrouler comme ça, parce qu'on a tellement cru au changement, on s'est dit, ouais, non, ce serait bien qu'il y ait de la démocratisation, c'est une très très bonne chose, sauf qu'on a très vite déchanté, parce que au final, on est resté sur notre faim. Et puis on est parti de là, c'était notre premier échec face à la vie, et on est parti de là tranquille, tranquillement, tranquille, comme on dit chez nous. Et on est arrivé, 94, c'était une année très très difficile. On rentrait dans la phase de la dévaluation. Donc, c'était très dur pour les parents. Beaucoup de parents ont perdu leur travail. Il s'est passé beaucoup de choses. Et cette stabilité sociale que nous avions connue a commencé à se dégrader. Ça se ressentait au niveau des études, ça se ressentait au niveau des infrastructures sociales, ça se ressentait, les routes n'étaient pas goudronnées, les écoles étaient délaissées à elles-mêmes. Le lycée genre, que j'ai fait, qui était un lycée prestigieux, est devenu n'importe quoi. Le lycée Leclerc, enfin, bref, tous ces lycées qui étaient quand même, qui marquaient notre enfance, qui marquaient des choses, comment on dit, des symboles forts de notre jeunesse, tombaient en désuétude. Il y avait donc un début qui avait commencé. J'arrive. 95, on a 94, 93, on assiste à la mort de Jeanne-Irène Billard, qui nous laisse orphelins, puisqu'elle avait quand même laissé pas mal de choses sur les femmes, le développement des femmes. Elle a incité les femmes à travailler pour elle, à travailler pour être le pilier de la famille. Elle avait vraiment une feuille de route concernant les femmes qu'elle avait mis en place. Et le 8 mars, c'était pas le 8 porn, hein, parce qu'aujourd'hui, on est au 8 porn, on est d'accord?
Donc, le 8 mars, c'était vraiment pour travailler sur les questions de société qui étaient utiles. Bien sûr, au développement de la femme et au développement économique du pays. Donc, tranquille, elle est partie. Et donc, on assiste à l'arrivée de Chantal Biya, très frêle, très belle, très jeune, mais très inexpérimentée aussi. Et très rapidement, on est confronté à certaines réalités qui font que les choses vont de mal en pis. Sauf que bon, vous savez, elle arrive, on cache ses imperfections, on essaie de faire tout pour que ça ne déborde pas, mais sauf que ça finit toujours par déborder parce qu'on se rend compte que non, elle n'est clairement pas dans son élément. Bon, à force, elle apprend aussi, mais c'est pas ça. Parce qu'au final, on se rend compte que face à une crise, juste après, les étudiants ne vont plus à l'école, les étudiants n'ont plus de boulot. Ils se retrouvent dans les bars. Il y a une recrudescence de tisa. Les ministres maintenant même prennent plaisir, c'est-à-dire que c'est devenu la mode de sortir avec les jeunes étudiantes, au su et au vu de tout le monde. C'était connu. Les jeunes étudiantes, c'est-à-dire que c'était connu. C'était grave. C'était grave. Donc la tisa ne se cachait plus, c'était officiel. C'est-à-dire que tu étais maman, tu étais mariée, tu savais que ton gars avait une maîtresse dehors et c'était officiel. C'est-à-dire que ça ne gênait plus personne. C'est-à-dire que les mœurs commençaient déjà à se dégrader. Pire encore, certaines mamans qui étaient mariées accompagnaient leurs filles pour être les tisas des ministres. Parce que ça leur permettait d'avoir de l'argent. Parce que ça leur permettait d'avoir une situation qui leur permettrait de s'en sortir. Il fallait absolument trouver des solutions. Donc, on avait déjà une dégradation des mœurs qui se mettaient en place, tout doucement mais sûrement. Souvenez-vous, ça se mettait déjà en place. Des choses bizarres se passaient. On voyait des jeunes filles qui devenaient... Voilà, avant le phénomène Nathalie Nkoa, il y a eu tout ça. Parce que les Nkoa, c'était après les Kardashians. Nkoa, c'était après, oui, c'était après les Kardashians, ça. Mais il y avait déjà porta chez nous. Ça commençait déjà. C'était déjà là. On s'aimait déjà les graines de porta. Donc, on a fini avec ça. Et voilà, il y avait une question de tisa. Les filles, bon, il y avait des principes. Je veux dire, quand moi je suis allé au Cameroun en 96, le fléau, c'était Joe, tu sors pas avec un gars. Si le gars n'a pas la gorge jetée rouge avec ses lunettes. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des signes extérieurs de richesse pour pouvoir plaire à une femme. Ce n'était pas tes valeurs, ce n'était pas tes compétences, ce n'était pas ta capacité à te reconstruire qui comptait, c'était le paraître. C'était le paraître. Il fallait avoir ça pour pouvoir. Après, on a eu le principe des 3 V. Villa, voiture, virement. C'est-à-dire qu'il fallait avoir les 3 pour pouvoir intéresser même une fille ou quoi. Donc, je veux dire que ces choses-là, on les avait déjà mis en place. On les avait. Après, il y a eu le principe d'avoir plusieurs gars parce que, non, il faut le gars qui va payer le loyer de la maison. La matière est seule. Il faut que je machin. Donc, petit à petit, on rentre dans porti-porta. Petit à petit. Oh non, moi, il faut que je sois toujours simple. Il faut que j'aille au salon. Donc, je dois avoir le gars pour la coiffure, le gars pour la chaussure, le gars. C'est-à-dire, ce sont des dépravations qu'on a vues naître. On était complices de ça. C'était normal pour chacun de nous. On a fait ça. Donc, après, on est passé à un phénomène où, bon, les filles, c'était chaud, quoi. On arrivait, déjà ici en France, on était à l'université quand on a eu la dévaluation. Nous, on était 20% à rentrer dans le télémarketing pour essayer de récupérer les choses. 80% sont allés épouser les Blancs. Oui, monsieur. Juste quand on a coupé la dévaluation, là, 80% sont allés épouser les Blancs pour les papiers. Nous, les 20 derniers, là, on a ouah. Jusqu'à Gbagbo est venu casser le papou ici, là, que nous, on va à l'école, on prend le diplôme en 3 ans, en 4 ans, parce qu'il fallait qu'on fasse ça pour travailler à côté, sinon on allait faire comment? C'est Gbagbo qui est venu mettre dans le palabre. Mais bon, entre guillemets. Mais entre-temps, on avait une nouvelle génération de filles qui étaient nées. Donc, des filles qui s'étaient mises avec les Blancs pour les papiers, donc elles ont leurs papiers. Bon, maintenant, il y avait 2 possibilités. Soit tu tanguais vraiment dans ça, parce qu'il y avait des sœurs, elles, il fallait que le gars, c'était pas deuxième main. C'était pas blanc de deuxième main, c'était blanc de 10e main. Le gars était comme, quand on se regarde, non, je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas.
Mais elle dit, c'est là, elle va signer. Pourquoi? Parce que le gars, elle est bien, tout ça là. Donc, on avait des go qui avaient même 2, 3 gars comme ça là. Et signé ici, et signé là. On dit, ah, mais c'est comment? Porti Porta avait déjà commencé. Je dis Porti Porta avait commencé. Affaire de chien là, ça date, hein. C'est pas maintenant, c'est années 90, 80, fin années 90, début 2000. Après, on a eu le phénomène Loana ici en France qui a fait le buzz. Toutes les filles voulaient faire ça. À un moment donné, les Paris Hilton qui ont fait des sexes, tout le monde voulait faire sexter parce que c'était ça la mode. C'est-à-dire, ce sont des modèles que nous, dans la société, nous avons bâti petit à petit. Après, il est arrivé le phénomène de Facebook. Nous avons commencé, les Nathalie Koa, quand elle a commencé, quand elle a eu son truc, sa sextape qui a commencé à circuler dans les réseaux sociaux, quand elle a ouvert sa page Facebook, elle a eu le maximum de followers. Mais c'est vous qui êtes allé liker sa page, qui allez vous abonner sur sa page. C'est vous. Du moins, on va dire c'est nous, parce qu'aujourd'hui, je parle de nous en tant que société, et je ne parle pas de nous en tant que moi. C'est nous qui sommes allés liker la page de Nathalie quoi. On a fait d'elle une star visible par Internet. Biscuits de mer, c'est pareil. Les fleurs de lait, c'est nous qui les avons rendues célèbres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles sont seules responsables. Nous sommes responsables autant qu'elles. Nous avons favorisé cela. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être responsables, nous devons apprendre à ne pas les laisser prendre cette ampleur. Et la seule chose qu'on doit faire à tous là, c'est nous désabonner de leur page pour leur permettre de ne plus être visibles. Parce que nous passons un mauvais message à notre jeunesse. Mais nous sommes responsables de ça. C'est nous qui avons créé ces gens-là de toutes pièces, c'est nous. Donc aujourd'hui, si ce qui arrive, eh bien c'est parce que nous avons participé à ça. Nous avons été responsables de ça. Oui, nous n'avons pas peut-être mis la gâchette en disant, ok, elle est à Dubaï, non, mais on leur a permis, par leurs actions, d'être visibles et donc d'envisager cette possibilité-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais nous avons participé tous à ce développement, à ce modèle. Nous avons tous participé à ça. Aujourd'hui, on ne doit pas être étonné. Nous sommes responsables en partie. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Nous devons nous unir. Nous ne devons pas rejeter nos sœurs. Nous devons les aider. Nous devons les aimer. Nous devons les aider. Parce que les informations qu'elles ont pour avoir vécu ces choses-là peuvent nous aider pour les générations futures. Pour celles qui sont consciencieuses, ça peut aller très rapidement. Ça peut permettre de trouver des solutions. Ça peut permettre de solutionner toutes ces difficultés que nous rencontrons. Et surtout de responsabiliser nos leaders. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que quand on a ce genre de truc, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont échoué. Vous ne pouvez pas, quand il y a d'évaluation, ne pas créer d'autres sources de recherche, ne pas créer d'autres modèles de société pour permettre aux jeunes de s'en sortir. Vous ne pouvez pas rester comme ça, là, comme si de rien n'était. Heureusement qu'on a des génies qui ont dit, ok, maintenant on ne compte plus sur le gouvernement, nous-mêmes on va se lever. Je ne citerai pas les noms pour qu'ils aient des problèmes, mais ces jeunes garçons-là font du très bon boulot. Ils permettent aux jeunes de réinvestir, de ne pas attendre d'un travail quelconque, mais d'investir et d'avoir des sources de revenus par eux-mêmes, par leur propre intelligence. Et ça, c'est la plus belle chose que ces garçons sont en train d'offrir au continent africain. Leur défi est un défi qu'on doit soutenir à fond. Mais toutes ces choses que nous avons vécues pendant 30 ans ne nous ont pas appris à fédérer, ne nous ont pas appris à nous respecter, ne nous ont pas appris à être, à savoir être entre nous. Aujourd'hui, la société française et européenne, occidentale est en train de se remettre en question en se disant mais les compétences seules ne suffisent pas. Il faut le savoir-être, le savoir-vivre. Ils ont créé ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills sont des skills qu'il faut, ce sont des compétences que nous devons avoir, le savoir-être, le savoir-vivre. Le savoir se comporter en société, c'est très important, ça peut briser une vie, de ne pas savoir être. Et ce sont toutes ces choses-là que nous devons apprendre à nos filles, transmettre à nos filles pour qu'elles puissent avoir une visibilité par rapport à leur avenir, qu'elles puissent savoir qu'elles sont nées pour un rôle, pas pour avoir seulement de l'argent, pas pour être des objets sexuels. Parce qu'elles sont bien plus que ça. Elles sont des êtres humains d'abord, elles sont des femmes de valeur, elles sont intelligentes, elles sont belles, elles ont tellement à donner. Mais la société les a réduits à ça. Nous avons tous participé à cette création de modèles. Parce que chaque 30 ans naît un modèle. Nous avons créé ce modèle-là de toutes pièces.
de toutes pièces. Et nous sommes tous responsables, autant que nous sommes. Vous allez dans les pages, dès qu'il y a le buzz, quelqu'un s'est dénudé, vous avez liké. Vous avez liké, oubliant que ça va avoir un impact demain. Soyons plus responsables. Apprenons à ne pas inciter nos sœurs à la débauche. Quand nos sœurs sont dans les YouPorn, des choses comme ça, on les encourage. Le 8 mars, cette année, j'ai intitulé 8 mars YouPorn. On a montré clairement nos sœurs en train de se faire défoncer devant le monde entier. C'était le soulevé. Ah, j'avais oublié le phénomène. Le phénomène du soulevé dans les années 2000. On a hérité de ça. Les filles qui buvaient, qui se jetaient dans les rigoles. Mais vous vous attendiez à quoi? Ce n'était pas loin. Il y a le phénomène des empoisonnements. J'ai oublié aussi ça. Phénomène d'empoisonnement là. Quand tu tues quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt à mourir. Puisque tu sais très bien quand tu tues quelqu'un, ta vie s'arrête. Tu vas aller en prison. Tu sais très bien. Donc si tu commences à dire que tu vas tuer quelqu'un, ça veut dire que tu renonces à ta vie, tu renonces à toi. Peu importe ce qui peut arriver, tu t'en fous. Tu t'en fous. Donc tous ces phénomènes-là sont liés au porti-porta. Ce sont des éléments qui ont conduit au porti-porta. Donc nous devons être conscients. Nous avons créé un modèle social du fait que nous avons eu des comportements et un mindset qui n'était pas adapté et qui a poussé donc à la naissance de ce type de modèle social. Il est temps que nous cassions ce modèle social pour en recréer un autre, avant que les générations futures ne soient impactées. Et pour le faire, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de nous porter. Parce que ce n'est pas une tâche, ça ne sera pas une tâche facile. Sur le plan juridique, il va falloir être ferme d'une seule voix. Pas comme c'est la fille de Ndoronga, mais non, elle a le droit. Comme c'est la fille de Fotso, non, mon ami. Tu es allé à Dubaï, fille de Fotso de Ndoronga, mais on s'en fout. Tu subis. Tu subis. On ne peut pas se permettre de laisser passer. On n'a qu'à être d'accord sur ça. Donc, commençons déjà à préparer un mindset. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a une force, si quelqu'un a quelque chose qui peut nous permettre de contrer ce qui est en train de casser cette mentalité, nous devons être un. Que tu portes le projet, que l'autre ne porte pas le projet, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'on fasse bloc et qu'on arrive à un succès par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour le faire, nous devons déjà travailler notre mindset. Apprenons que ce n'est pas tout d'avoir la compétence. Il y a le savoir-être, le savoir-vivre. Fédérer, c'est une force. Nous ne savons pas fédérer. Face à ce qui est en train de se passer, si on ne se lève pas, je vous assure que ça va être compliqué. Parce que ce sont des gens qui sont très puissants. Mais la parole d'une personne ne peut rien contre une multitude de voix qui se lèvent. Je vous dis qu'une action groupée et bien séquencée, je vous assure qu'on obtient tout ce qu'on veut. Je dis bien tout ce qu'on veut. Dubaï, là, c'est Saoudiens qui sont malades. Parce que ce sont des gens qui sont malades. Comment quelqu'un peut ouvrir sa bouche? Il dit, viens, ouvre ta bouche, je défèque dessus. Il faut être malade pour ça. Il faut être malade. Mais je reste persuadé que si nous nous levons par des lobbying, par des hommes politiques, par des hommes de presse, c'est-à-dire que nous avons une action groupée et on a une action commune, je vous assure qu'ils ne vont pas comprendre. Les lois vont sortir, ils vont se mettre au pas. Ils vont se mettre au pas. Le législateur va devoir suivre parce que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Comme les les narcotrafiquants ont fait un truc comme ça. Genre, si tu as bouffé ou si tu as participé à ce genre, on gèle tes biens. Parce qu'ils ont tous peur. La motivation, c'était l'argent. Si on enlève l'argent, ils vont se mettre au pas. Parce que c'est ça qui les motive. Avoir l'argent. Donc, si on se bat, on dit ici, il n'y a pas d'avoir l'argent là. Je vous assure que les gars là vont marcher au pas. Ils vont se mettre. Si on dit, toi, déjà, tu es fiché. Toutes les Sin City de la planète, parce que ce n'est pas seulement à Dubaï qu'il y a des Sin City, il ne faut pas nous induire en erreur. On sait qu'il y a à Hollywood, en France ici, il y a en Suisse ici, en Belgique, partout. Ils ont tous leur endroit où il y a Sin City. Ah oui, 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 ils ont tout ça.
Ils ont tout ça. Donc, on n'a qu'à se dire les vérités. D'accord? Donc, si tu fais ce genre de pratique et que tu es fiché comme un pédophile, déjà. 2, chaque fois que tu vas approcher ce genre d'endroit, on te rapatrie dans ton pays, tu vas en prison. 3, on gèle tous tes biens. Mais on t'accompagne parce que je crois en la deuxième chose. Ce sont des pistes de réflexion que je donne. On t'accompagne pour te permettre de te reconstruire. Parce que cette erreur-là, tout le monde aurait pu le faire. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, les conditions étaient remplies pour tomber. Et vous savez qu'un grand homme a dit, ton avenir dépend des 5 personnes qui t'entourent. Si vous êtes mal entouré en plus de ça, je vous assure, vous tombez. Ce n'est pas que c'est parce que c'est... Non. C'est parce que ça leur est arrivé à elles que ça ne peut pas nous arriver. Non, 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 non. Ça aurait pu nous arriver, mais Dieu nous a préservés de ça. Dieu nous a préservés de ça. Et ce n'est pas parce qu'il nous a préservés de ça que nous devons ignorer le fait que nous sommes bénis d'être sortis de ce système-là. De n'avoir pas mis les pieds là-dedans. Nous devons être bénis pour ça. Mais je dis ceci. Nous devons faire attention parce que le monde d'aujourd'hui est très cruel. Le monde d'aujourd'hui, il faut que nous apprenions à nous battre. Il faut que nous apprenions à prendre en main ces fléaux-là de manière à protéger nos enfants. De manière à prendre en compte nos enfants. Et je pense sincèrement que si on arrive d'un commun accord à tomber d'accord, on peut y arriver. D'accord? Parce que je pense sincèrement que si on fait des actions communes, musclées, les Saoudiens ne vont pas tenir. Ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre. Le législateur va évoluer et ils vont devoir se soumettre. Et nos filles, ça sera pareil. Parce qu'il faut qu'on comprenne, qu'ils comprennent que l'argent ne peut pas être au-dessus de l'être humain. Non. L'argent ne doit même pas être au-dessus de l'être humain. C'est l'être humain qui fait l'argent. Corona l'a prouvé par plus. Dès qu'on a dit Corona, a dit blackout, chacun reste chez lui là. Confinement. Le monde s'est arrêté de tourner et aujourd'hui on est en train de payer les séquelles de ces 2 années où l'économie n'a pas tourné parce que l'être humain n'a pas donné de sa personne. Eux-mêmes ils se rendent compte que c'est une équation à plusieurs inconnus parce que c'est pas facile. Donc l'être humain a beaucoup plus de valeur que l'argent parce que c'est l'être humain qui génère l'argent. Sans l'être humain, il n'y a pas d'argent. Donc nous devons vraiment nous soutenir par rapport à ça et vraiment trouver des solutions par rapport à ces jeunes filles, leur apporter vraiment notre soutien et leur permettre de s'en sortir. Vraiment, c'était ma pensée, c'était mon apport. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Très très bonne journée à vous.